Donc, en tant que sociologiste, mon travail consiste à étudier, analyser, même cartographier ces formes d'oppression dont les musulmans sont victimes et trouver des solutions à travers des gens et des initiatives que je rencontre. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. Et je pense que le travail le plus important que chaque musulman peut faire individuellement, et surtout je pense les plus privilégiés dans la communauté, c'est avant tout de décoloniser nos consciences et nos cœurs. Et pour cela, je pense qu'il y a deux étapes fondamentales. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Salam alaikum, William. Wa alaykoum salam. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tout le plaisir est pour moi. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle William et je pense que ce qui me définit le mieux dans la vie, c'est que je prépare des pizzas à la maison, cuites sur pierre. Je fais la pâte moi-même, la garniture moi-même et on prépare ça à la maison à l'occasion quand des invités arrivent et je pense que c'est une des choses qui me rend le plus heureux dans la vie. Bon, on va essayer de creuser tout ça. Euh, donc, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu as grandi et étudié? Alors je suis né, j'ai grandi en France, en région parisienne. Je suis né de parents polonais qui ont fui le communisme dans les années 80 et ils se sont d'ailleurs rencontrés en France. Donc mes parents voulaient que je fasse une grande école comme tous mes cousins, donc j'ai fait prépa physique chimie. Et au milieu de ma prépa, j'ai décroché même un stage dans l'entreprise de mes rêves et sauf que je me suis rendu compte que l'avenir dans ce genre d'environnement n'était pas exactement ce que je recherche. Parce que bon, la recherche, de manière spécifique en chimie industrielle est contrôlée, par l'offre et la demande du moment, alors que je cherchais à faire de la recherche plus, on va dire, exploratoire. Et donc à la fin de ma prépa, comme de par coïncidence, j'ai échoué tous mes concours et donc j'ai décidé de poursuivre la chimie à Jussieu, espérant de faire de la recherche et devenir prof. Mais bon, comme on le verra peut-être plus tard, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. D'accord. Donc tu es né en France ou en Pologne? Non, moi je suis né en France. Mes parents se sont rencontrés en France et je suis né en France. D'accord. Et tu disais qu'ils ont fui le communisme. Tu peux expliquer un petit peu, pourquoi est-ce qu'ils ont fui? Il y avait quoi à fuir, en fait? Je suis pas très au courant de comment ça se passait en Pologne à l'époque. Oui, c'est-à-dire que, avant 91, la Pologne avait un gouvernement, communiste, c'était le rideau de fer et théoriquement, les gens ne pouvaient pas passer à l'ouest, du mur de Mmh. Berlin et donc les conditions de vie n'étaient pas extrêmement favorables, et mon père, il est né de parents qui travaillaient dans, la construction et la sidérurgie. Ma mère, est née dans une ferme. Mes grands-parents maternels avaient une ferme au sud du pays et voilà, ils voulaient étudier et les possibilités, les perspectives d'avenir en Pologne à l'époque n'étaient pas superbes. Mais quand il y a un mouvement socialiste qui a pris le pouvoir de manière très temporaire, qui s'appelle Solidarność, qui veut dire solidarité, et qui a permis à un certain nombre de personnes de passer à l'ouest. Et donc mes parents ont saisi cette opportunité et ont choisi de se déplacer en France pour pouvoir poursuivre des études et espérer avoir un meilleur avenir. Et sauf que voilà, alors que d'autres personnes de ma famille ont fait le même déplacement, mais après sont revenus en Pologne une fois que le communiste est tombé, mes parents sont restés. Et c'est comme ça que moi et ma sœur sommes nés. D'accord, OK. La prochaine question que je voulais te poser, c'est par rapport à ta conversion. Donc elle est venue à ce moment-là ou plus tôt? Hem, Ça s'est passé en 2008 et ce que je peux dire, c'est qu'embrasser l'islam, ça a été vraiment un tournant dans ma vie qui m'a donné, sans aucun doute les plus belles années de ma vie, mais aussi les plus douloureuses, je pense. Et depuis, au long de ma vie, j'ai eu mille et une raisons de regretter ce moment et de tout quitter et en fait, je sais même pas pourquoi à l'heure actuelle je suis toujours là. Si je dis les plus belles années de ma vie, c'est car quelques mois après, donc je me suis marié à quelqu'un qui était une très chère amie, qui m'a beaucoup soutenu dans ma démarche, qui m'a ouvert les portes d'une nouvelle famille et les pires années, car après ces 5 années de bonheur, bah, tout s'écroule, je change de pays et je me retrouve dans une communauté qui ne m'accepte pas et qui me fait beaucoup de mal. Et
En ce qui concerne mon histoire, donc j'ai décidé, de raconter mon histoire, mais qu'à des personnes que je connais très, très bien et en personne. Parce que, au fil du temps, je me suis rendu compte que, en fait, ces histoires de cheminement spirituel qui sont communes à tellement de monde, en fait, ça ne change pas grand-chose à part satisfaire notre curiosité personnelle. Et en fait, quand le plus on écoute ces histoires, on se rend compte qu'il bah, il y a des milliers de raisons différentes. Pourquoi est-ce que les gens choisissent l'islam? Est-ce que voilà, ça peut être des simples hasards ou correspondances de métro? Ce qui me gêne, c'est que, la personne qui choisit l'islam devient en quelque sorte un objet de curiosité, un objet d'étude. Donc dans mon cas, ce sont des signes que j'ai interprétés comme étant des signes divins qui m'ont guidé vers cette voie. Et car je ne connaissais vraiment personne qui était musulman, je n'avais pas rencontré de musulmans en voyage non plus. Alors, au fin de compte, je me suis aussi demandé qu'est-ce que mon histoire ou celle d'un autre change pour nous? Parce que Dieu nous parle avec différents langages et beaucoup que nous ne comprenons pas forcément immédiatement. Et ce qu'il dit à quelqu'un en langue des signes, enfin, désolé pour le jeu de mots, ne parlera pas forcément à quelqu'un qui cheminera, mais plus à travers les écrits, par exemple. Et je pense qu'une question importante, autour des histoires de cheminement spirituel serait, bah, que faire pour être plus attentif à ce que Dieu nous envoie comme message? Et encore là, il n'y a pas de claire réponse, je pense. Car, mais beaucoup s'accordent à dire, de par les histoires que j'ai entendues, que c'est voilà, à des moments prendre des pauses dans la vie et réfléchir sur notre propre vie, sur notre cheminement, ça aide beaucoup. Hem mais malheureusement, quand je parle de voilà, prendre une pause et réfléchir sur notre vie, ça n'arrive jamais en vacances. Ah, ça serait l'idéal. Parce que les personnes et les personnalités les plus magnifiques que je connaisse, ce sont surtout ceux qui ont eu des moments d'arrêt, de remise en question, mais après des événements extrêmement douloureux, ou que ça soit la perte d'un emploi, la maladie, la mort d'un proche, une séparation. C'est comme si, Dieu soudainement devient plus proche de nous à travers les épreuves. Et je pense que c'est aussi ce qui s'est passé euh, avec moi à ce moment-là. Mais je pourrais revenir avec plus de détails. Comme tu dis, l'histoire n'a que peu d'importance, même si, certains pourraient argumenter, sur le fait que on sait très bien qu'il y a des milliers de différentes manières de se convertir. Mais si par exemple, je donne un exemple, hein, une personne dit qu'elle s'est convertie parce que, en partie parce que, elle fréquentait un musulman qui avait un comportement exemplaire, qui l'a fait réfléchir. Donc, c'est quand même il y a quand même des enseignements à en tirer sur, par exemple, l'importance du bon comportement avec son entourage, par exemple, tu vois? Oui, oui, tout à fait, oui. Mais je pense que, comme je le disais, je pense que ces histoires de cheminement spirituel, ça a plus à voir avec notre sensibilité. Quand on demande à quelqu'un quelle est ton histoire, quel est ton cheminement, qu'est-ce qui t'a amené à l'islam, je pense qu'on cherche des éléments heu, qui se reflètent dans notre propre vie, à savoir comment est-ce que nous-mêmes, nous pouvons être plus attentifs à ce qui est autour de nous, à ce que Dieu nous dit. Car même si on est de parents qui sont musulmans, je pense qu'il y a des mo c'est un cheminement avec des hauts et des bas. Il y a des moments où on s'éloigne un peu plus de la foi, il y a des moments où on revient, mais l'idée c'est, voilà, qu'est-ce qui permet à quoi est-ce qu'on peut se raccrocher? Qu'est-ce qui nous permet qu'est-ce qu'on peut saisir qui est autour de nous? Quel signe est-ce qu'on peut interpréter? À quoi il faut payer attention afin d'écouter ce que Dieu nous dit à travers ces événements, ces signes, ces personnes qu'on rencontre ou ces livres qu'on lit. D'accord. D'après toi, quels sont les signes, sur lesquels on doit se raccrocher? Chaque personne a des sensibilités différentes et heu, un langage qui parle à quelqu'un, une certaine personne ne parlera pas forcément de la même manière à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ça soit on peut trouver Dieu à travers les livres, on peut trouver Dieu, comme tu disais, à travers des personnes, on peut trouver Dieu à travers la nature, on peut trouver Dieu, aussi à travers plein d'autres choses. J'ai entendu des histoires de personnes qui ont eu des rêves, des personnes où il y a des coïncidences, voilà, trop fortes pour être de simples coïncidences qui ont conduit des gens sur, le chemin de l'islam. Je pense que ça dépend de nos sensibilités et l'idée, je pense que la grande leçon dans tout ça, c'est, hem
La grande question, c'est comment est-ce que nous pouvons être plus attentifs à ce qui se passe autour de nous, aux événements qui se passent. Est-ce que Dieu veut nous dire quelque chose à travers ça, ou est-ce que c'est juste du hasard? Est-ce que c'est voilà, il y a énormément de complexité, de nuances dans ces histoires-là. D'accord. Quel genre d'impact ça a eu sur toi, ta conversion? Euh, je pense que le plus grand impact que ça a eu, euh, je pense que c'est m'équiper avec un cadre de référence éthique, dans la mesure où c'est pour moi, l'islam, c'est, quelque chose qui, ne peut pas être défini comme une religion. Heu, c'est plus qu'un système de vie. J'ai écrit un article académique, dans une revue sur ce sujet-là, dans la mesure où, heu si on commence par parler par religion, c'est un terme qui est très eurocentrique, qui est très limité dans son approche, alors que l'islam, c'est quelque chose qui n'est pas une simple distinction entre, voilà, des rituels et quelque chose voilà, le sacré et ce qui n'est pas sacré, ce qui est rituel, ce qui n'est pas rituel. C'est un écosystème, pour reprendre les mots d'Edgar Morin, c'est qui est en perpétuelle évolution, qui crée et qui se nourrit également de ce que les gens y apportent. C'est quelque chose qui comment dire, c'est plus qu'un système de croyances. Il y a de la philosophie, il y a de l'éthique, il y a des, des éléments par rapport à la société, par rapport à l'économie. Et je pense que l'idée principale, c'est que l'islam nous transmet, c'est quel est notre rôle en tant qu'être humain sur terre. Et je pense que la beauté du message de l'islam, c'est clairement défini dans le Coran que en tant qu'être humain, euh, nous sommes des dépositaires de la création divine, nous sommes des gardiens, nous sommes des vice-gérants de cette création. Et tout se résume à comment est-ce qu'on peut en prendre soin du mieux qu'on peut, que ça soit les êtres humains, que ça soit les plantes, les animaux. Euh, Nous avons ce devoir de protection. Et pour moi, je pense que c'est ce qui va définir de la façon la plus importante mes choix professionnels et personnels dans la vie. Est-ce que tu as eu des choix, tu as fait des grands choix à ce moment-là dans ta vie? Euh, Je vais pas forcément grand parce que, pour moi, ce qui est, tout l'aspect, rituel ou alimentaire, c'est qu'une très, très petite partie Mmh. de ce que l'islam nous enseigne. Pour moi, les plus grands choix, c'était, probablement par rapport à mon intention. Si je choisis un certain métier, si je choisis certaines études, quelle est mon intention en prenant ce chemin? Est-ce que mon intention, c'est simplement de subvenir à mes besoins personnels, que ça soit économique, que ça soit ouais, que ça soit une carrière ou autre, ou est-ce que c'est pour quelque chose qui me dépasse? Est-ce que c'est pour les gens qui auraient besoin? Qu'est-ce que je peux apporter autour de moi à travers ces choix de carrière et à travers ces choix personnels que je fais? D'accord, donc ça a un but dans ta vie, en quelque sorte, et un but dans dans tes choix de carrière et dans tes choix personnels. Oui, Et oui. du coup, la sociologie, c'est venu avant ça, hein? La sociologie, c'est venu très, très progressivement. C'est arrivé quand voilà, je ne connaissais rien de l'islam encore. Pour l'histoire, donc en 2007, j'entreprends mon premier voyage solo. Donc j'avais quoi? J'avais 21 ans à l'époque et mon premier voyage solo, je l'ai fait en Guyane française. Pour la petite histoire, donc j'avais remporté une bourse du ministère de la Jeunesse et des Sports et c'était mon premier reportage photo professionnel car, j'y reviendrai plus tard, la photo et la vidéo sont mon deuxième travail. Et à travers une amie, je décide de rencontrer, les Bushinengue dans l'ouest guyanais. Je pense pas que tu en as entendu parler. Euh, les Bushinengue sont les descendants des Africains qui, il y a 200 et 300 ans, se sont évadés des plantations et se sont battus contre les esclavagistes français et néerlandais Mmh. dans ce qui fait l'actuelle Guyane française et Suriname. Donc, beaucoup viennent d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs, dans leur tradition et croyances, il y a beaucoup de similitudes à l'islam, soit dit en passant. Et le problème en Guyane, c'est il y a de nombreux articles de recherche, de nombreuses associations qui le confirment. Eh bien, les mentalités se sont arrêtées à l'époque de l'esclavage.
Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai interviewé sur place quand j'ai passé, je crois 5 semaines pour mon premier reportage, donc j'ai interviewé des médecins, des enseignants, des ingénieurs blancs et la majorité parle des noirs comme si étant des voleurs, des animaux et de manière complètement ouverte et ça m'a énormément choqué. À l'époque, les médecins blancs trouvaient des excuses pour ne pas examiner les noirs. Les enseignants infligeaient des punitions humiliantes aux jeunes filles, dans les classes et juste pour le parallèle, il faut se rappeler qu'alors que le Suriname et le Guyana voisins ont eu leur indépendance, eh bien la Guyane aujourd'hui est camouflée sous le nom de département-région est toujours une colonie française. Donc je suis retourné depuis 4 fois en Guyane car je me suis fait des amis qui travaillent à décoloniser la situation et les choses prennent beaucoup de temps à changer. Mais voilà, une fois de retour à Paris, fin de 2007, début 2008, donc je me suis senti une énorme, un poids sur mes épaules, car j'ai pris ces photos, je me suis dit, j'ai enregistré ces témoignages, je dois faire quelque chose avec ça. Et ce sens de responsabilité m'a conduit à choisir des études qui étaient, on va dire, plus connectées aux gens et à la société. Je voulais comprendre la société, comment on peut guérir de ces maux, et spécifiquement le racisme et le suprémacisme blanc. Et alhamdoulilah, j'ai eu énormément de chance que mon école, le HESS, l'école des hautes études en sciences sociales, acceptait les étudiants directement en master, quelle que soit la licence d'où l'on vient. Donc j'avais à l'époque, je finissais ma licence de chimie, j'ai fini ma licence en 2009 et directement après, j'ai candidaté pour être accepté en master sociologie des religions. D'accord. Donc c'était totalement lié à ton expérience en Guyane. Une grande partie, oui. Ensuite, tu t'es expatrié au Royaume-Uni. J'ai passé mon master, c'était quand? C'était en 2011 et j'ai commencé donc ma thèse, tout de suite après. Et oui, je suis pas j'ai comment dire? J'ai déménagé au Royaume-Uni, au milieu de la thèse. Et d'abord, juste pour la petite note, voilà, je pense que je ne peux pas m'appeler, un expatrié parce que techniquement, un expatrié, c'est un terme qui s'applique aux personnes qui sont employées par une entreprise française et temporairement déplacées à l'étranger. Moi, je pense que je suis un émigré comme, tout comme mes parents, car j'ai techniquement quitté le pays à la recherche de meilleures conditions de vie. Et bon, l'ironie, mais j'y reviendrai, c'est, j'ai trouvé de pires conditions de vie qu'en France. Ah bon? Oui, c'est plutôt inattendu, mais bon, en fait, voilà, tout commence déjà dans mon mariage. Donc dans les premiers jours, donc je me suis marié, c'était quand? C'était, oui, c'était fin 2008. Donc dans les premiers jours, déjà, mon épouse commence à être violente avec moi psychologiquement et physiquement. Bon, moi, à l'époque, j'étais très amoureux, je pensais que c'était normal dans un mariage, tu vois? Ça va passer. Aussi, mon épouse, c'était quelqu'un qui priait ses 5 prières à l'heure, portait le hijab, elle jeûnait les lundis et les jeudis et priait tahajjud toutes les nuits. Donc pour moi, D'accord. c'était inimaginable que ça soit une mauvaise personne. Mais et pour moi aussi, le mariage, c'était à vie, donc quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que bon, là, après 4 ans, je me vois offrir un emploi en Angleterre par, une association non gouvernementale musulmane. Mais à l'époque, donc ça faisait 4 ans que je travaillais comme agent de sécurité pour Mmh. subvenir aux besoins de la famille. Donc je me dis: «Ça, c'est une opportunité, c'est maintenant ou jamais» et aussi on décide que voilà, déménager, ça pourrait nous permettre de se donner un nouveau départ. Donc l'idée, c'est que, pendant que je cherche un endroit pour nous 2, donc elle restera chez sa tante qui est près de Birmingham et dès que je trouve un endroit pour nous 2, elle me dit que boum, non, elle ne viendra pas, c'est fini et là, je me retrouve tout seul, sans famille, sans amis, dans un pays que je connais à peine et c'est là qu'ont commencé vraiment les pires années de ma vie et Waouh! déjà donc j'interromps mes études car psychologiquement, je ne tiens pas le coup et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est la communauté à Londres est très, très, très différente de celle en France. Car pour la plupart, c'est ce que j'ai observé, c'est les gens mettent la priorité sur leur carrière et leur famille et n'ont le temps pour personne d'autre. Donc malgré que je travaillais dans une association musulmane, voilà, j'ai passé mon premier ramadan à Londres complètement seul. Personne ne s'invite. Et c'était quelque chose que je n'avais jamais connu en France. Et quelques 2 ans après, cette association n'a plus d'argent, et je me retrouve donc sans emploi et sans argent pour payer le loyer.
Et bien sûr, pour moi, à l'époque, hors de question de retourner en France, car psychologiquement, je pense que ça aurait été encore plus dur, tu vois? Tu te dis: «Retour à la case départ». Ouais. Et aussi les personnes que je rencontre dans la communauté en Angleterre, que ça soit pour trouver un emploi ou pour, parler mariage, me rejettent pour des raisons, mais qui me dépassent. Voilà, je reçois des raisons, comme voilà: «Je suis pas assez riche, je ne suis pas citoyen britannique, je n'ai pas de parents pakistanais, j'ai une barbe, je ne suis pas docteur ou banquier, ou je suis trop introverti». Et voilà, introverti, voilà, pour trouver un travail. Et des personnes, voilà, j'ai rencontré des personnes qui m'ont utilisé pour que je leur donne du temps, que je leur donne de l'argent, qui m'ont fait croire qu'on allait se marier et qui à la fin me disent: «Bah non, hey, ça va pas marcher». Alors, et quand tu as une série de rejets, étalés sur des mois, une succession de rejets, ça m'a fait tellement mal. Et surtout, tu vois, ça vient de personnes qui sont, raisonnablement éduquées, qui ont une vie confortable et qui sont plutôt pratiquants. Et à l'époque, je me sentais tellement mal. Et je ne sais pas comment ce que j'ai fait pour ne pas abandonner l'islam. Parce que tu te dis: «Ah mais j'ai pas signé pour ça». C'est vrai que c'est dur. Non, 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 c'est pas évident. Et voilà, parce que je suis aussi très ouvert par rapport à comment dire? À comment est-ce que, la société affecte notre santé mentale. Et à l'époque, j'ai vraiment touché le fond. J'avais vraiment plus envie de vivre. C'est-à-dire que chaque matin, je me réveillais et c'était: «Mince, mais pourquoi je suis encore en vie?» Et bah, comme en islam, manque de chance, enfin entre guillemets bien sûr, comme en islam, on peut pas se suicider. Donc moi je faisais mes 5 Mmh. prières, mais pour chacune de mes 5 prières, je demandais à Dieu: «S'il te plaît, fais-moi mourir, reprends-moi tout de suite, j'en peux plus». Et voilà, c'était ça pendant quelques années. Et mais bon, alhamdoulilah, après cela, une série de miracles se produit. Et je ne sais pas encore comment l'expliquer parce que tous ces événements se passent, pendant Ramadan, pendant des différentes années, mais toujours pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire quelque temps après, grâce à un ami, déjà je trouve une maison inoccupée où loger. Et grâce à des amis, je trouve un travail dans des restaurants et dans les marchés. Et lorsque je sens que j'arrive à survivre, donc je reprends et je finis ma thèse en 2016. Mais je dois toujours continuer à faire des petits boulots parce que bon, aujourd'hui, la loi du marché veut qu'un doctorat, ça ne garantit plus rien. C'est pas comme il y a 20 ans. Et en 2017, pardon, surprise, je me marie alors que tu vois, je travaille au marché et tout. Et j'avais du mal à croire que dans ce pays, après tous ces rejets, quelqu'un puisse m'accepter tel que je suis. Heu et voilà, j'avais pas un emploi stable, tu vois? Je travaillais et pas et la maison, je vivais dans cette maison abandonnée. Et bon, au niveau du boulot maintenant, aujourd'hui, comme dans la plupart des métiers, je pense, ça passe par les contacts. Donc et ça aussi, j'ai dû l'apprendre sur le tas parce qu'on ne nous dit rien du tout, à l'université ou comment dire? Pendant nos études. Donc dès que j'apprends ça, j'élabore une stratégie pour me faire des contacts dans le monde académique. Et puis, voilà, encore une fois, je pense que c'est un miracle complet. Mon dossier se fait recommander pour un concours, et je passe. Et en 2018, je décroche un poste de chercheur à l'université pour 3 ans. Et depuis aussi, énorme miracle, je pense que ça, c'est peut-être le plus important, je trouve une communauté qui m'accepte tel que je suis et avec qui on est sur la même longueur d'onde, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc cette expérience d'émigration, vraiment, je la souhaite à personne, sans raison vraiment solide. C'est-à-dire que voilà, se séparer de sa famille, l'isolation, trouver un travail, trouver un logement, trouver une communauté tout en partant de zéro, bah, ça m'a pris au total, ça m'a pris quoi? C'est en 2020-2013, ça m'a pris 7 ans. 7 ans avant que je puisse me dire: «Ah alhamdoulilah, enfin un tout petit peu de stabilité». Mmh. Mais voilà, ça laisse des dommages psychologiques qu'on ne peut pas effacer. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, j'ai plus la même envie de vivre qu'avant. Là, dans mes prières, moi, je prie juste que, voilà, Dieu me pardonne tout le mal que j'ai fait, et puis, voilà, qu'il me décharge de mes responsabilités et voilà, qu'il me retourne la vie parce que c'est fatigant. Tu passes 7 ans de ta vie, dire c'est pas grand-chose, mais c'est voilà, pour te faire une idée du contraste, c'est comme si avant en France, c'était un film en couleur, et maintenant c'est devenu un film, un peu en noir et blanc. Mais bon, alhamdoulilah, je pense que Pourtant, quand tu étais en France, tu voyais pas les couleurs spécialement. non, c'est-à-dire que c'est vrai, ça aussi ce genre d'épreuve, ça apprend à apprécier les choses qu'on a
et qu'on a eu. Et je pense aussi que sans ces épreuves, je n'aurais pas été la même personne. C'est-à-dire que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur les gens, comment et aussi sur me reconnecter à ma foi, à ma spiritualité, parce que c'est comme je le disais, je pense que c'est dans les épreuves que Dieu devient le plus proche de nous et se rapproche un peu. On peut comprendre les choses et qui font pas forcément sens quand on est au plein milieu de tout ça. Euh, mais bon, alhamdoulilah, comment dire, quand je regarde sur tout le chemin derrière, waouh, comment dire, ouais, les mots me manquent. Mais bon, alhamdoulilah. C'est clair. Je pense que l'équivalent, enfin, en France, ce serait l'essentiel des immigrants. Je sais pas, il y en a beaucoup qui viennent du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Quand ils viennent tout seuls, ils doivent vivre à peu près la même chose quand ils n'ont pas de travail, galèrent à trouver un logement. Ouais, et surtout que, bon, ce que les gens qui viennent du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, par exemple, ont au-dessus de tout ça, voilà, c'est aussi venir dans une société qui est extrêmement raciste. Le même est valable ici en Angleterre, islamophobe. Et même à l'époque, mes parents, comment dire, ils avaient du racisme anti-polonais dans les années 80. Et moi, j'ai eu ces mésaventures, sachant que j'étais déjà extrêmement privilégié dans ma situation étant un homme blanc qui parle plus ou moins bien anglais en arrivant, qui vient d'un pays de l'Union européenne et qui a fait des études. Voilà, c'est ces galères-là. Voilà, donc je ne veux pas imaginer tout ce que les tontons et les tatas qui viennent du Maghreb ou d'Afrique de l'Ouest vont durer. Je pense que moi, Hmm. non, alhamdoulilah, comment dire, j'ai eu vraiment de la chance de n'avoir que ça, on va dire. D'accord. Donc, à ce moment-là, donc, tu termines ta thèse après toutes ces épreuves. Tu rejoins l'université de Warwick. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta spécialité? Donc, je considère que mon travail est connecté à ma foi et ma vie personnelle. C'est-à-dire que euh, moi, je crois profondément que l'islam a été révélé pour abolir les différentes formes d'oppression dans la société. C'est-à-dire, l'islam a été révélé pour abolir le racisme, l'esclavage, abolir l'usure, rétablir la place des femmes dans la société. Donc, en tant que sociologiste, mon travail consiste à étudier, analyser, même cartographier ces formes d'oppression dont les musulmans sont victimes et trouver des solutions à travers des gens et des initiatives que je rencontre. Et spécifiquement en Europe, l'Europe, les États-Unis, qui sont des sociétés qu'on appelle hyper modernes, c'est-à-dire où rien n'est permanent, rien n'est garanti. Donc le philosophe polonais Zygmunt Bauman parlait de modernité liquide, c'est-à-dire que un jour on peut avoir un emploi, une maison, on peut être marié et tout perdre le lendemain et tout retrouver le jour d'après. Donc, j'ai passé ces 11 dernières années en immersion dans les différentes communautés en France, au Royaume-Uni, visiter d'autres au Canada, aux États-Unis, pour répertorier qu'est-ce qui nous fait mal au niveau de la société et en tant qu'individu et communauté, comment éviter, comment guérir de ça et comment prendre soin de ce qui est cher à nous. Et je veux dire par là la foi, la spiritualité, la culture et les traditions de nos parents, nos ancêtres et l'éthique islamique, bien entendu. Et enfin, comment construire des stratégies? Des stratégies pour améliorer la situation? Oui, comment élaborer des stratégies pour non seulement survivre dans une société qui, on l'a vu dernièrement, devient de plus en plus hostile à l'encontre des musulmans, mais aussi des stratégies pour pouvoir tout simplement vivre et pour pouvoir progresser, aller de l'avant et construire des choses formidables en tant qu'individu et en tant que communauté. Donc ça, tu as la possibilité de l'étudier à l'université ou tu le fais à part? Alors, ça fait partie de mon projet de recherche actuel, qui est la continuation de ma thèse de doctorat, qui s'est exclusivement focalisée sur la France et la Pologne et le Royaume-Uni. Donc, on va dire que oui, c'est l'étape d'après. D'accord. Donc moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le nom, c'est Articulations between Diasporic Cultures, Religion and Hypermodernity. Donc en français, ça ferait articulation entre les cultures diasporiques, je ne sais pas si ça se dit, je pense, religion et hypermodernité. Donc c'est ce que tu viens de décrire. Sauf pour la partie culture diasporique. Donc est-ce que tu peux définir un petit peu? Ce qu'on appelle la culture diasporique, c'est toutes les cultures qui proviennent de personnes qui ont voyagé pour apporter ces cultures.
Euh, Par exemple, si on parle des cultures musulmanes, que ce soit en Europe, euh, elles sont diasporiques dans le sens où leurs racines ont des origines extrêmement diverses qui ne sont pas forcément en France et que euh, dans dans le dernier siècle que il y a vraiment l'islam a pris racine en France. Ce que je veux dire par diasporique, c'est tout ce qui a de multiples racines de par le monde, tout simplement. Du coup, quels sont les principaux challenges sociaux dont la communauté musulmane fait face? Après 11 années de travail sur ce sujet-là, et je pense que 11 ans, c'est très très court, je pense qu'il y a un énorme défi à surmonter si on veut abolir l'islamophobie et le racisme et espérer voir la société en général accepter les musulmans. Et on va dire ça, c'est probablement l'axe majeur de mon travail. Et ce grand défi, c'est, à mon sens, c'est de démasquer à quoi joue la société dominante. Si on reconnaît les illusions que nous vendent la société, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Et ça, je prends appui sur des siècles de tradition de résistance à l'oppression, que ce soit dans les débuts de l'islam dans la péninsule arabe ou les mouvements de civil rights aux États-Unis. Euh, mais pour faire très très simple, donc les sociétés européennes sont construites sur les briques de Lego. Lego L apostrophe EGO. Ce n'est pas d'ailleurs une coïncidence, je pense que si ça sonne comme le jeu de Lego, et pour ça, bon, il suffit d'ouvrir n'importe quel livre d'histoire postcoloniale. Donc, pas les livres d'école, hein, c'est histoire postcoloniale, c'est pas la même chose. Euh, Quand on regarde à l'humanisme, à la révolution industrielle, les Lumières, l'empire colonial français, britannique, donc ces briques peuvent se combiner en différents édifices qui conduisent à l'oppression. On peut les nommer le racisme, le colorisme, le néolibéralisme, la patriarchie. Euh, Tous ont en commun l'idée que nous sommes supérieurs à d'autres gens, d'autres genres, d'autres êtres vivants, comme les plantes et les animaux, et inévitablement, parce qu'on se sent supérieur, d'abord on les ignore, ensuite on les néglige, et quand d'autres les tuent, eh bien, on est indifférent. À travers mes recherches, j'ai trouvé que la véritable ruse des sociétés dominantes, c'est qu'elles sont parvenues à coloniser nos consciences et nous convaincre que pour être heureux, il faut accepter et embrasser ces systèmes d'oppression. Donc, au cours de mes recherches en Europe, au Canada, aux États-Unis, j'ai observé des musulmans, par exemple, qui non seulement vont embrasser des horreurs comme le néolibéralisme, la patriarchie, les divisions de classe sociale, le racisme et même le suprémacisme blanc. Donc, et justifier tout cela avec des versets du Coran. Donc, il y a un site en anglais, par exemple, qui s'appelle Islam for Europeans et qui dit que les blancs musulmans doivent se marier entre eux. Euh, et voilà, c'est dingue. Il y a des musulmans qui soutiennent Trump et c'est un phénomène réel. Et je pense que le travail le plus important que chaque musulman peut faire individuellement, et surtout, je pense, les plus privilégiés dans la communauté, c'est avant tout de décoloniser nos consciences et nos cœurs. Et pour cela, je pense qu'il y a deux étapes fondamentales. La première étape, c'est de connaître son ennemi, savoir que cette société entière a un seul objectif. Et ça, c'est le cas en France, c'est quelque chose qui c'est pas un secret, c'est euh, nous assimiler les minorités et aussi nous diviser, nous vendre ce mensonge que devenir riche, faire carrière ou accéder à de hautes fonctions politiques permettra aux musulmans, par exemple, de se faire accepter, nous permettra d'en finir avec le racisme et l'islamophobie, que de se rapprocher du pouvoir nous permettra de nous libérer collectivement et de nous rendre individuellement heureux. Et non seulement à travers ma recherche, tu vois, mes observations, mes interviews, et aussi ma propre expérience, je peux dire que ça ne marche pas. Même si on regarde des choses très simples, comme l'histoire des États-Unis. Les États-Unis ont eu depuis des décennies des PDG noirs, des superstars noirs, des politiciens noirs. Ils ont même eu un président noir pendant 2 mandats. Est-ce que ça a changé la situation politique
économique et sociale des Noirs américains. Pas du tout. La représentation dans les centres de pouvoir est un leurre parce qu'en fin de compte, déjà pour être accepté dans ces cercles, il faut changer sa façon de penser, de parler, il faut changer son apparence, il faut accepter en quelque sorte de se faire coloniser. Il y a énormément de gens, surtout en Angleterre, par exemple, ils vont changer leur prénom. Euh, Ils vont dire dans leur lieu de travail, appelle-moi Mo à la place de Mohammed, appelle-moi Riz au lieu de Rizvan. Euh, donc, il faut prendre conscience, je pense que déjà que voilà, le racisme, la patriarcie, le néolibéralisme nous contaminent tous autant que nous sommes plus ou moins. Déjà, moi-même, j'ai eu ce travail de réflexion à faire en tant qu'homme blanc, je dois reconnaître que la couleur de ma peau me permet d'entrer dans certains espaces, d'être écouté par certaines personnes, et ça m'a même tout simplement permis de finir mes études. Mais le plus dangereux, je pense, puisque je n'ai pas la même expérience de vie que mes frères et sœurs en religion, je n'ai pas eu les mêmes galères, il faut que je fasse attention à ne pas devenir aveugle et sourd à la douleur de mes frères et sœurs en Dieu. Ne pas prendre une place ou prendre une place qui leur reviendrait de droit. Et aussi, sur ce sujet-là, la recherche démontre que plus on est privilégié, que ce soit économiquement, par notre genre ou notre couleur de peau, et ben, moins on a naturellement d'empathie pour les autres. Tout simplement parce que voilà, les gens qui ont une vie plus facile n'ont pas forcément les mêmes galères et c'est plus difficile pour eux de sympathiser ou empathiser avec d'autres personnes. Mais je pense que en tant que communauté, on a perdu cette valeur fondamentale de l'islam que les plus privilégiés dans la communauté doivent être au service des plus vulnérables. Et ça, je le vois surtout en Angleterre. Voilà, on va chercher à toujours poursuivre voilà, des objectifs de carrière, de richesse, possession matérielle, mais on ne va pas forcément les redistribuer. J'ai énormément d'amis qui sont soit des artistes, soit des gens qui sont extrêmement qualifiés, qui ont des doctorats et qui comment dire, voilà, les postes sont complètement fermés. Les gens ici s'intéressent dans la communauté, voilà, c'est contaminé par le néolibéralisme ambiant. On va s'intéresser à tout ce qui est la mode, à tout ce qui est la nourriture. Est-ce que tu peux définir ce qu'est le néolibéralisme? Sur le néolibéralisme, à la base, c'est un système économique qui a été inventé au milieu du XXe siècle, qui veut le libre-échange des produits et une régulation minimale de la part de l'État. Le problème, c'est que le néolibéralisme est devenu un système de vie à part entière. Que ce soit dans le lieu du travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans la société, on va tout chiffrer, on va tout définir par des nombres et on va être en compétition les uns avec les autres. Voilà, très simplement dit, c'est le néolibéralisme. Traduire tout avec des chiffres et être en compétition les uns avec les autres. D'accord. Et par exemple, ce qui se passe en Angleterre, ça m'a intrigué avec les ONG musulmanes, c'est que ce sont de véritables business, c'est-à-dire que les gens, ils ne vont pas parler ils vont appeler les bénéficiaires des clients, ils vont utiliser tout le langage business. On va parler de process, on va parler de leadership, on va parler de optimizing, et tout tourne autour des chiffres. C'est dingue. Et c'est aussi transformer la religion, transformer l'islam en tant que produit à consommer. Et je pense que c'est aussi ça, c'est une des choses qui m'a le plus choqué, c'est-à-dire que tout ce qui tourne autour de l'islam, on va le tordre et on va transformer le Coran en un manuel de management, littéralement. On va faire des conférences avec, par exemple, 40 hadiths pour devenir riche. Voilà, tout va comment dire, graviter autour de l'argent et comment est-ce que nous, en tant qu'individuels, est-ce qu'on peut être matériellement plus avancé? Et encore une fois, je pense que c'est une ruse pour nous diverger de ce qui est vraiment important dans la vie. Parce qu'il y a des énormes conséquences sur la santé mentale quand on gomme la dimension humaine de la vie, ça ne marche pas forcément. D'accord. Si je reformule, donc ce que tu dis, c'est que la société occidentale nous endoctrine en fait dès notre plus jeune âge pour nous faire penser que pour réussir dans la vie, il faut faire ceci, cela, c'est-à-dire atteindre certains postes, avoir un certain niveau de vie, fréquenter ce type de personnes. Et donc toi, ce que tu dis, c'est que tout ça, c'est
c'est des choses qui sont pas du tout vraies et que c'est juste une illusion en fait. Oui, oui, c'est une grande illusion parce que la société actuelle va nous pointer, va nous diriger vers ses objectifs et va complètement ignorer tout ce qui nous fait nous en tant qu'humains, c'est-à-dire tout le côté émotionnel, tout le côté intelligence, tout le côté relationnel, tout le côté qui est non utilitariste. Il y a d'ailleurs un mouvement en sciences sociales qui s'appelle le mouvement anti-utilitariste en France et qui met l'accent sur ces choses-là que la société telle qu'elle est a complètement ignoré, ne serait-ce que par exemple le concept de don donné gratuitement ou simplement va ignorer l'importance de liens relationnels comme par exemple l'amitié, va ignorer l'impact des émotions, va ignorer l'impact de la spiritualité, de la foi. Ouais. Et, et voilà, c'est très dangereux parce que c'est un scénario à la Matrix, on devient des machines. Mmh. Si par exemple on veut, je sais pas moi, une association musulmane ou pas d'ailleurs, qui a besoin de fonds pour donner de l'argent ou des vêtements à des personnes sans abri, elle a bien besoin d'avoir ce petit élément de compte, d'organisation, et il en faut un petit peu, non? Tout à fait. Donc il y a une très bonne chose dans le fait d'avoir une structure, mais après, il y a différents niveaux, c'est-à-dire que, très bien pour avoir une structure, mais est-ce que ça vaut la peine de transformer, tous les bénévoles et les bénéficiaires en juste, des séries de chiffres? Accepter des bénévoles et ensuite les jeter quand on n'a plus besoin. Et c'est-à-dire qu'on a perdu une certaine façon de fonctionner, la dimension humaine dans cette façon de fonctionner. Ou par exemple, dans mes recherches, je compare ces grosses ONG musulmanes avec des petites associations de quartier où je regarde, où j'observe par exemple que les plus beaucoup plus solidement euh, engagés dans des petites associations où il y a ce sentiment d'être entre amis ou dans une famille que dans ces grosses ONG où voilà, on prend des bénévoles et on les rejette à l'appel, juste parce que voilà, il faut faire du chiffre. Ça, c'est pareil pour, les entreprises, une petite entreprise ou une petite start-up. Enfin, ça, c'est l'effet de groupe, en fait. Plus on est nombreux, plus c'est difficile à gérer le côté humain, de pouvoir parler à tout le monde. Est-ce que c'est vraiment quelque chose on peut faire quelque chose par rapport à ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la société actuelle, elle est construite sur l'illusion il faut plus de croissance. Et comme le disait Edgar Morin dans sa théorie enfin, ça, c'est un concept qui a été mis en avant par Edgar Morin. Il y a un problème lorsque on cherche la croissance infinie et à tout prix. C'est-à-dire que même si on regarde autour de nous, comment est-ce que l'univers se construit? Il n'y a pas dans la nature, il n'y a pas de croissance infinie. Il y a un équilibre. C'est-à-dire que les plantes ne vont pas chercher à croître jusqu'à infinité, à devenir plus grosses et plus grandes. Et la seule et de très justement dit aussi, la seule entité naturelle qui cherche la croissance à tout prix de manière infinie, c'est les cellules cancéreuses. Et cette analogie m'a Mmh. énormément marqué car même si on prend la dimension religieuse, Allah, dans le Coran, il parle d'équilibre et il n'y a pas d'accent sur voilà, essayer de croître voilà, plus que possible. Tout est une question d'équilibre. Et je pense que, surtout, et ça c'est en partie dû au néolibéralisme, c'est construire la société sur cette illusion qu'il faut toujours plus, il faut plus vite, plus de chiffres, Mmh. plus gros, et voilà, et on arrive à une situation de déséquilibre. On n'aurait pas un peu, on n'aurait pas un peu ce concept un peu en islam quand Dieu nous dit qu'il nous jugera par rapport à nos actions, au nombre de hasanat qu'on pourra avoir. Du coup, c'est un petit peu aussi le plus de hasanat, un maximum de hasanat, une infinité, le maximum qu'on puisse avoir. Il n'y a pas de limite à ça. Oui, ça, c'est encore une interprétation néolibérale du Coran. J'ai eu là que j'ai assisté à des séminaires où, voilà, partir à la chasse aux hasanat. Mais est-ce que Dieu, il définit combien vaut un hasanat? Est-ce qu'il définit combien de hasanat vont nous ouvrir les portes du paradis? Et je pense que la clé elle est ici. Est-ce que Dieu parle de chiffres? Parce qu'il mentionne, on mentionne les hasanat, mais qui nous dira, voilà, si on nettoie les toilettes, ça fait 70 hasanat. Si on nourrit un sans-abri, ça fait 140 hasanat.
Je pense qu'il y a une raison très très sage pourquoi est-ce que voilà, les hasanats ne sont pas définis ou chiffrés dans notre tradition. Voilà. Et après, il y a des actions comme par exemple, il y a ce hadith où il y a cette prostituée qui donne à boire à un chien assoiffé dans le désert et qui se voit garantir le paradis juste par cette simple action. Donc, encore, cela veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition. L'histoire, c'est quelles sont nos intentions et qu'est-ce qu'on va faire autour de nous. De quelle manière est-ce qu'on prend nos décisions avant chaque action que l'on va faire, avant chaque mot que l'on va dire. Et je pense que toute la sagesse est là. Ce n'est pas le nombre d'actions, ce n'est pas, c'est la qualité des actions qui est valorisée à mon sens. Et donc là, on a traité du premier problème. Oui, en fait, la première étape, c'est plus connaître son ennemi. Donc, savoir comment est-ce que la société fonctionne et savoir quels sont les dangers et les pièges qu'elle nous tend. Savoir aussi nommer tout ce qui nous fait mal, pouvoir savoir exactement comment ça marche, parce qu'il est impossible de se battre contre quelque chose qu'on ne peut pas nommer. La seconde étape, c'est écouter. Et je parle spécifiquement écouter les personnes qui sont dans des positions plus vulnérables dans la société, donc et les femmes et nos frères et nos sœurs noires. Parce que ce sont des gens qui sont en première ligne. Quand on sait que la société est raciste, islamophobe, voilà, c'est les faits. Ils sont en première ligne. Et sans eux, aussi, rien de ce qui a été fait aujourd'hui en termes de résistance n'aura été possible. Car euh, eux, mieux que quiconque, savent nommer les maux de cette société et plus longtemps que quiconque ont expérimenté ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et je pense que dans cette mesure, pourquoi est-ce que je dis qu'écouter est très important, c'est parce que à travers mes observations et mes recherches, j'ai remarqué que beaucoup de gens vont soit ignorer, soit ne pas écouter ou prendre sérieusement la peine de quelqu'un qui a été victime de ces agressions. On ne peut pas dire que, oh, tu sais, peut-être tu l'as un petit peu cherché, ou quand on a un frère ou une sœur noire qui parle de microagression, on ne peut pas dire que, non, tu sais, c'est peut-être ton imagination, peut-être qu'il faisait juste une plaisanterie. Non, c'est-à-dire que il faut comprendre aussi que le racisme, le sexisme et tous ces systèmes qui sont en place depuis des siècles, ce sont justement des systèmes entiers. Ce n'est pas quelque chose qui est divisible en actions. Ce sont des choses qui se traduisent à travers les systèmes éducatifs, à travers les systèmes de pensée, la façon dont les gens construisent l'humour. Comment est-ce que voilà, c'est-à-dire que toutes les facettes de la société sont construites à travers ça. Et aussi, il y a aussi, je pense, beaucoup de travail à faire quand on a des critiques qui sont dirigées envers nous, à faire la différence entre qu'est-ce que la personne essaie d'exprimer. C'est-à-dire que, par exemple, récemment, on l'a vu, quand il y a des personnes qui s'expriment et qui disent dans ce qui semble des généralisations, voilà, les hommes ou les blancs, voilà, généralement, les gens vont se mettre automatiquement sur la défensive. Ah non, mais tu parles des hommes, mais non, c'est pas tous les hommes. Regarde, moi, je suis différent. Ou encore, cas d'école avec le racisme, quand on parle simplement dire le mot blanc à un blanc, elle va dire ah non, moi, voilà, j'ai un ami noir, par exemple. Et le truc, c'est qu'il faut aussi comprendre parce que si les gens n'arrivent pas à dépasser ce mécanisme de défense, ils ne vont pas arriver à changer. Donc, et ça, surtout pour les gens qui sont les plus privilégiés, c'est dans cette nature de pouvoir se mettre sur la défensive, mais il faut comprendre que ces critiques ne sont pas adressées contre eux personnellement. Voilà, c'est pas contre vous. C'est quand on parle voilà, des hommes, des blancs, tout ça, on parle d'un système, pas d'individus. C'est quelque chose qui est un construit social, si tu veux. Mais le truc, c'est que c'est extrêmement difficile à dire parce que tous ces systèmes dont on parle et tous autant que nous sommes, c'est très difficile de faire la différence parce qu'on est tous tombés dedans. Comme Obélix tombait dans la marmite quand il était petit, on est baigné dans ces systèmes-là depuis la tendre enfance. Donc, je suis aussi conscient que c'est très, très, très difficile de pouvoir s'en sortir, mais c'est un travail nécessaire. Par rapport à ces deux éléments qui sont de se former et d'écouter, donc toi, ce que tu dis, c'est si on applique ces deux choses-là, naturellement, ça va résoudre ces problèmes sociaux dont la communauté musulmane fait face. Je pense que résoudre est un grand mot et bien entendu
pour simplifier tout ça, j'ai réduit ça à 2 étapes, mais il y a certainement beaucoup plus à faire. C'est vraiment les grandes lignes. Mais l'idée principale, c'est voilà, il faut, reconnaître que nos consciences ont été quelque part colonisées et qu'il faut pouvoir, se libérer de cela. Et malheureusement, un des grands défis, c'est que, plus la société nous a favorisés et plus c'est difficile de reconnaître qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le système. Comment dire? Se rattacher à cette conscience critique que les gens avaient à l'époque de la révélation. C'est-à-dire que où celui qui avait de la monnaie est conscient que il doit partager cet argent avec ceux qui sont les plus démunis. La conscience que, les savants qui avaient du savoir avaient voilà, il faut qu'on partage ce savoir. Hem, voilà, et faire un examen critique de tout ce qu'on a au niveau des ressources, que ça soit, économique, que ça soit, culturel, que ça soit savoir-faire. Comment est-ce qu'on peut, partager? Comment est-ce que ces ressources peuvent servir, ceux qui en sont, déprivés? Mmh. Et tu penses que ça, c'est contradictoire avec le fait de vouloir, gravir les échelons? Non, non, pas forcément, mais encore une fois, toute la question, c'est, comment est-ce que, on gravit les échelons sociaux? Et quelle marge de manœuvre est-ce qu'on a et quelle liberté est-ce qu'on garde si on les gravit? Parce que, par exemple, ce qui se passe ici en Angleterre et c'est un phénomène, qui se passe depuis des décennies. Il y a quelques musulmans qui sont, membres du parlement ou qui, accèdent à des fonctions ministérielles et le point qu'ils ont en commun, c'est que tous ces ministres et membres de parlement, enfin la plupart, ce sont ceux qui vont voter les lois les plus racistes et les plus islamophobes, qui vont, faire des déclarations les plus haineuses. Et hem et tout cela se comprend, et très facilement dans la mesure où on sait que, voilà, il y a certains cercles, si on veut gravir les échelons, on va être conduit à adapter notre discours, notre pensée, sacrifier des parties de notre identité, sacrifier des parties, de notre culture et de notre éthique pour pouvoir se conformer. Parce que la société, il y a et plus on monte dans les cercles de pouvoir ou les hautes fonctions et plus cette culture de conformité est intense. Parce que les gens qui sont au sommet, ils veulent simplement garder les choses de manière, comment dire, sécurisée dans la manière. Voilà, Mmh. on veut minimiser les risques, on veut plus de stabilité. Et la stabilité, on va la trouver dans des gens qui nous ressemblent. Et voilà, il faut que les gens pensent d'une certaine façon si on veut les rouvrir les portes. Donc voilà, ça part d'une bonne intention parce qu'on veut minimiser le risque dans les structures. Mais le problème, c'est en contrepartie, voilà, on va demander aux gens de gommer des parties de leur pensée, de leur éthique. Et, et surtout, si on a des gens qui peuvent avoir un passé, on va dire, très, comment dire, très actif, comme par exemple, moi je pense à Hamza Youssouf dans les années 90, un discours très anti-américain, très anti-impérialiste. Et aujourd'hui, on le voit dans l'administration Trump et soutenir les Émirats arabes unis et complètement ignorer les violations des droits humains que font les pays du Golfe. Et ça s'explique de cette même manière-là. C'est si se retrouve isolé dans les structures de pouvoir et on n'a pas le soutien d'une communauté locale qui est en contact permanent avec les problèmes quotidiens et locaux, voilà, comment dire, la personnalité se dissout complètement. Donc il y a beaucoup de précautions. Même moi, tu vois, en tant qu'académique, en tant qu'universitaire, c'est un poste que j'ai accepté pour la simple et bonne raison que auparavant, j'ai vérifié, voilà, quelle marge de manœuvre est-ce que j'aurai? Est-ce que je peux parler des sujets que je trouve importants comme je le souhaite? Publier ce que je veux et inviter qui je veux à des conférences ou à des discussions. Et est-ce que je vais rester en contact avec la communauté? Et si la réponse à une de ces questions est non, ça va poser problème. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire mon travail comme je l'avais, conforme à mes intentions, et je ne pourrais pas le faire du mieux que je pouvais. Donc, je pense que ces vérifications sont très, très importantes à faire avant qu'on tente à graver les échelons sociaux ou autres. D'accord. OK.
Donc, on va avancer un petit peu. Donc, tu as écrit un livre qui s'appelle Young Muslim Change Makers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre? Alors, Young Muslim Changemakers, c'est le livre issu de ma thèse en sociologie. Donc, je m'intéresse aux initiatives musulmanes en France, en Pologne et au Royaume-Uni qui essayent de faire bouger les choses au niveau local. Euh, donc, que ce soit des associations qui préparent des repas pour les sans-abri, les étudiants, j'analyse comment est-ce que ces initiatives parviennent à transformer leur quartier, leur université, changer les mentalités. Euh, donc, j'ai fait des interviews de personnes qui travaillent à la mairie, par exemple, ou à l'administration universitaire, pour voir un petit peu comment est-ce que leur perception des musulmans a changé à travers ces initiatives locales. Mais aussi, ce sont des initiatives qui deviennent des piliers de la communauté, car elles ont beau être très petites, très locales et pas très très visibles. Enfin, à l'époque, voilà, elles n'étaient pas du tout visibles sur les réseaux sociaux, mais pourtant, ce sont des centres où s'échangent le savoir, les cultures, les opinions et aussi les savoir-faire. Donc, il y a déjà beaucoup de recherches sur comment est-ce que les petits groupes de gens arrivent ont le plus grand impact sur la société, mais aussi personne ne s'est intéressé aux musulmans et aux communautés locales. Et à l'époque, bon, aussi, j'avoue, c'était pour jeter un pavé dans la mare, parce que tout le monde ou presque qui faisait de la recherche sur les musulmans parlait depuis une perspective d'immigration, pauvreté, violence, sécurité, radicalisation. Tout le monde faisait ça. Parce que c'est ce que le gouvernement voulait. Voilà, c'est sûr d'avoir un emploi. Si tu parles musulman, radicalisation, boum, poste à l'université garanti. Mais moi, je voulais parler du vrai visage de la communauté que je connaissais. C'est-à-dire des gens qui, malgré qu'ils ont une famille, un emploi, et où ils continuent les études, et tout en même temps, ils sont au service des autres. Ils vont se démêler pour pouvoir se libérer un certain nombre de soirées par semaine pour servir des repas aux sans-abri. Et cela, et je pense que c'est la clé, motivée par leur foi, motivée par leur croyance. Malheureusement, parce que les lois du marché sont telles et les lois de l'emploi sont telles que j'ai dû traduire ma thèse par moi-même et la publier en anglais, parce qu'il faut avoir un minimum publié un livre pour trouver un bon poste en université en Angleterre, sauf si on est anglais, blanc et de riches parents, bien sûr. Euh, donc, euh, voilà, j'ai dû la traduire en anglais. Mais même si j'ai envoyé ma thèse à chacun que j'ai rencontré pour ce travail, j'aurais aimé qu'il y ait un livre traduit en français pour le grand public, chose qu'il n'y a pas et qui me demanderait un travail vraiment fou parce qu'il faudrait la retraduire de l'anglais au français parce que c'est tellement différent. Voilà, mais encore une fois, quel éditeur français serait intéressé de parler de musulmans qui contribuent positivement au bien-être social? Voilà, c'est peut-être un défi pour toi, Abdelrahman, Un appel aux auditeurs. D'accord. Donc, tu dis traduit, parce que tu l'as écrit en anglais, en fait, directement. Non, 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 parce que j'ai soutenu ma thèse en France. Donc, à l'époque, ma thèse était en France. Mais après, pour convertir une thèse en livre, voilà, il faut changer la structure et tout ça. Et donc, j'ai dû déjà la traduire en anglais, changer la structure. Et plus, j'ai ajouté pas mal de choses qui n'étaient pas dans ma thèse. Donc, voilà, un travail très, très différent de celui que j'ai soutenu. Tu es aussi photographe, comme tu disais, c'est ton deuxième travail. D'où est venue cette passion? Ouais, alors en fait, ça fait 14 ans que je fais ça. Donc, à la base, j'ai commencé par curiosité. J'ai suivi un apprentissage auprès d'un photographe professionnel alors que j'étudiais la chimie à Paris 6. Et ouais, ça a commencé juste, je voulais prendre des meilleures photos de vacances. Et après, j'ai jamais arrêté de pratiquer en fait. Et une fois aussi que les appareils photo ont commencé à faire de la vidéo, j'ai commencé à filmer. Et très vite, j'ai pris conscience que aussi, je voulais, en tant que chercheur, moi, je n'ai pas envie de produire du travail et que ce travail finisse oublié sur les étagères d'une bibliothèque pleine de poussière. Parce que je voudrais vraiment que mon travail puisse servir des personnes qui n'ont pas forcément accès aux ressources académiques. Et pour moi, naturellement, il y a pas de meilleur moyen que l'image. Donc, j'essaye non seulement d'illustrer mon travail à travers des photos ou des petits documentaires ou des petites vidéos pour illustrer mon travail de terrain, mais aussi j'utilise la photographie et le film, la vidéo pour c'est-à-dire, par exemple, comment est-ce que je peux traduire un concept compliqué tel que le néolibéralisme en 5 minutes et de manière accessible à toute personne? Ou comment est-ce que je peux, sous la forme d'une fiction, essayer de faire raisonner les gens sur les dangers de l'intelligence artificielle Mhm. et big data. Et aussi,
Au même titre, ces films sont une expérimentation au sens où la réaction des gens à ces travaux, à ces créations, va me dire beaucoup sur l'état actuel de la société. À quoi est-ce que les gens vont répondre et comment est-ce qu'ils vont répondre à telle ou telle sollicitation. Donc c'est vraiment, on va dire, un moyen qui est non seulement euh, qui est- qui fait intervenir ma créativité, mais qui est aussi très compréhensif dans la mesure où c'est un outil de recherche à part entière. D'accord. On peut retrouver tes photos et tes réalisations vidéo sur Internet? J'ai vu que tu as des vidéos YouTube. Oui. Oui, oui, il y a sur YouTube, sur mon site personnel, je pense que j'ai un petit extrait des reportages photos et des travaux vidéo que j'ai fait. D'accord, je mettrai en description. Et du coup, par rapport à ton documentaire, j'ai vu que tu as réalisé un assez long documentaire que j'ai pas eu le temps de regarder, mais encore, mais ça m'intéresse, sur les musulmans polonais. Oui, donc comme tu le sais, mes parents sont polonais et on a encore de la famille en Pologne et cela dit, moi je connaissais pas l'histoire de la Pologne, vraiment en détail, dans la mesure où, bon j'ai pas grandi là-bas et donc je ne suis pas allé à l'école en Pologne non plus. Et lorsque à ton 1er voyage, parce qu'il fallait qu'on va toujours visiter la famille, après que j'ai embrassé l'islam, j'ai dû chercher est-ce qu'il y avait des endroits pour moi pour prier en Pologne et effectivement, j'ai trouvé il y avait des musulmans en Pologne, et il y avait même des familles installées depuis le 14e siècle D'accord. et quand j'ai appris ça, je me suis dit: «Mince, ça c'est trop gros pour que je garde ça pour moi, il faut que je fasse un film là-dessus». Et alhamdoulilah, grâce à l'aide de certains amis en France, j'ai réussi à acheter mon premier kit vidéo et le reste de l'équipement. Et comme après j'ai de la famille, je connais la langue et la vie en Pologne est beaucoup moins chère qu'en France, donc j'ai réussi à tout filmer juste en quelques semaines avec presque pas de budget et, et produire ce film. Intéressant. Donc, il est disponible sur YouTube aussi. Oui, il est disponible sur YouTube. D'accord. Donc, j'invite les auditeurs à aller voir cette vidéo et ce documentaire. Heu, du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as des projets pour la suite? Ouais, donc il y a mon second livre, il y a aussi un autre documentaire qui est plus lié à mes recherches. Il y a aussi d'autres projets que je fais avec la communauté ici, que ce soit des expositions artistiques, tout ce qui gravite autour des problématiques qui me touchent. Et après, je pense que le plus gros projet dans ma vie à l'heure actuelle, c'est plutôt, c'est essayer de guérir car, si je me repose pas, si je ne prends pas soin de moi, comment est-ce que je peux être là pour les gens qui comptent sur moi? Et je pense que, voilà, c'est les choses là après ce qui s'est passé ces dernières années, c'est la chose la plus importante, pour moi. Et après on verra Inch'Allah. Après, on verra. Il y a énormément de choses qui Mmh. sont à faire, mais alhamdoulilah, il y a Pour les choses comme elles arrivent. voilà, on fait l'intention et on définit nos intentions, on fait ce qu'on peut et après, voilà, C'est quoi ton intention, toi? pour moi, c'est, pouvoir construire une société où il y a une justice pour tout le monde et surtout pour ceux qui sont dans les situations les plus difficiles. Et pour moi, ça paraît très, très grand, ça paraît peut-être même très naïf, mais pour moi, c'est le plus important dans la mesure où, pour moi, on peut y arriver par de très, très petites choses, par de très, très simples actions, étape par étape. Même si de mon vivant, je ne vois pas, une société juste et comme je rêverais, seulement le fait de savoir qu'au moins j'ai contribué à 0,1 dans l'histoire de tout ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. D'accord. OK. Est-ce que tu as un livre ou un podcast, une vidéo ou un film qui t'a particulièrement inspiré que tu voudrais recommander? Ils sont en anglais malheureusement, mais c'est plutôt accessible. Il y a 2 livres qui comptent beaucoup pour moi, qui sont écrits par, une auteure américaine qui s'appelle Bell Hooks, heu et qui ne sont pas traduits en français. Pourtant ce sont des livres qui sont là depuis, super longtemps. Le premier livre s'appelle All About Love, qui se traduit par, Tout sur l'amour et le Mmh. deuxième livre, du même auteur de la même auteure, c'est, The Will to Change, La volonté de changer
Et ce sont des livres qui sont très personnels sur son expérience de vie et sont aussi des réflexions sur la communauté noire américaine. Et, mais elle le fait dans une approche qui est très rigoureuse, et, mais aussi avec beaucoup, beaucoup de compassion. C'est-à-dire que Bell Hooks fait partie de ces auteurs qui partent du constat que la société va mal, et particulièrement dans son cas, voilà, elle était beaucoup, beaucoup affectée par le racisme et le sexisme, et aussi dans sa propre famille. Et à partir de là, donc, elle se pose simplement la question, à partir de là, quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que communauté? Et, et aussi, c'est toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est l'amour, dans la mesure où, par exemple, on pense que nos parents nous donnent de l'amour, mais bon, l'amour a beaucoup de déclinaisons, dans la mesure où parfois ce n'est pas, c'est pas de l'amour, ils ont juste, ils prennent soin de nous, heu, et heu, et c'est pas, comment dire, on grandit pas dans un environnement qui est vraiment idéal aussi. Ça a des répercussions sur comment est-ce que nous, ça apprenons et donnons de l'amour à ceux autour de nous, que ce soit nos amis, que ce soit les personnes avec qui on choisit de vivre. Hem, voilà, qu'est-ce que c'est? Et je pense qu'une idée principale de son livre, c'est que l'amour, c'est pas un nom, c'est un verbe d'action, et ça Mhm. demande un travail constant. L'amour, c'est un choix. L'amour, c'est pas ce que Hollywood nous vend, c'est pas les feux d'artifice, c'est pas les papillons dans le ventre, c'est vraiment un travail. C'est avant tout, c'est pouvoir se mettre dans une situation de sécurité émotionnelle, mettre l'autre dans une situation similaire, et c'est un travail constant. C'est pas boum, on tombe amoureux, on se marie et fin de l'histoire. C'est vraiment au jour le jour. Comment est-ce qu'on apprend à accepter l'autre? Comment est-ce qu'on apprend à s'accepter nous-mêmes? Et comment est-ce qu'on apprend Mhm. à aussi s'ouvrir à l'autre? Parce que si on ne s'ouvre pas sur ce qui nous a formés dans la vie, que ce soit les bonnes ou les mauvaises expériences, si on ne se connaît pas soi-même, c'est simplement impossible d'aimer comme il faudrait. Donc voilà, je pense que c'est deux livres principaux, surtout à notre époque, qui vraiment valent le détour, même s'ils sont en anglais. C'est très facile à lire. D'accord, super. Bah, écoute, je te remercie. Merci à toi, Abdelrahman. Je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir partagé ton expérience. Merci à toi. Et, euh, et je te dis peut-être à bientôt à Londres, si je passe par là, Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage en envoyant le lien du podcast ou en partageant la page Facebook Muslim Makers. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, avec un nouvel invité.